Bonjour à tous. Alors, le théâtre, un simple divertissement? Eh bien, pas au XVIIIe siècle, certainement pas. On va voir que c'est bien plus que ça. C'est une scène bouillonnante, vivante, où se jouent les idées nouvelles, les tensions sociales, bref, les aspirations de toute une société qui est à l'aube du plus grand bouleversement de son histoire. Oublions donc un instant le grand théâtre classique, et plongeons ensemble dans cette effervescence. Et voici la question qui va nous guider, notre problématique. Comment, concrètement, la scène de théâtre devient-elle le miroir, et même plus qu'un miroir, des tensions et des espoirs d'une société juste avant la Révolution? On va chercher à comprendre comment les auteurs ont fait de la scène une véritable tribune publique, un lieu qui non seulement reflète, mais qui façonne l'esprit de l'époque. C'est une question absolument centrale pour notre objet d'étude. Allez, entrons dans notre premier acte. Il faut bien comprendre que le XVIIIe siècle hérite du grand théâtre classique, celui de Molière, de Corneille, de Racine. Mais voilà, les temps changent. La philosophie des Lumières, avec son culte de la raison, de la vertu, de l'individu, va venir tout bousculer et transformer profondément l'art dramatique. Et là, le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, au XVIIe siècle, on avait un théâtre de cour, avec des héros de la mythologie, des rois, des reines, le tout corseté dans des règles très strictes, comme les fameuses 3 unités. Et de l'autre, au XVIIIe siècle, on fait entrer sur scène la société contemporaine, le contexte social, la réalité. On s'intéresse maintenant aux bourgeois, aux valets, aux rapports de force bien concrets. Le théâtre, en somme, se rapproche de la vie. On passe à notre deuxième acte et on va se concentrer sur la comédie. Parce que là aussi, tout change. On est loin de la simple farce pour faire rire. La comédie des Lumières, elle, gagne en profondeur. Elle devient un outil très fin d'exploration psychologique, mais aussi de critique sociale. Et pour ça, 2 noms à retenir absolument, Marivaux et Beaumarchais. Commençons par Marivaux. Ce qui est fascinant avec lui, c'est que l'intrigue comique ne repose plus sur des obstacles extérieurs, vous savez, le père qui refuse le mariage, ce genre de choses. Non, chez Marivaux, l'obstacle, il est intérieur. C'est le cœur lui-même. Ce qui l'intéresse, c'est de décortiquer le mécanisme délicat de la naissance de l'amour, avec tous ses doutes, ses hésitations, ses aveux qui n'en sont pas vraiment. Et ça nous amène à un terme clé, un mot essentiel pour le bac, le marivaudage. Attention, ce n'est pas juste du flirt, c'est bien plus complexe. C'est un langage subtil, raffiné, presque précieux, où les personnages passent leur temps à analyser leurs propres sentiments. C'est un langage qui sert autant à dire qu'à cacher ce que le cœur ressent. On pourrait dire que c'est la surprise de l'amour observée au microscope. Et après cette finesse psychologique, changement radical de ton avec Beaumarchais. Fini la dentelle. Avec lui, la comédie devient une arme de combat. Le rire n'est plus seulement délicat, il devient mordant, satirique. Il s'en sert pour ridiculiser les aristocrates et pour exposer au grand jour les inégalités criantes de la société. Ah, cette citation, elle est explosive. C'est le cœur du réacteur Beaumarchais. Il faut imaginer la scène. Figaro, un simple valet, qui ose dire ça en face de son maître, le comte Almaviva. Il attaque de front le principe même de l'Ancien Régime, le privilège de la naissance. Ce n'est plus du théâtre, là, c'est un véritable manifeste politique. Allez, acte 3. On aborde maintenant une autre révolution, une révolution plus théorique cette fois, menée par le grand philosophe Denis Diderot. En fait, Diderot n'est plus satisfait par la division un peu rigide entre la tragédie, réservée aux nobles, et la comédie, pour le peuple. Il veut créer un genre nouveau, pour un public nouveau, la bourgeoisie, qui est en pleine ascension. Et ce nouveau genre, Diderot va l'appeler le drame bourgeois. L'idée, c'est de créer une sorte de forme intermédiaire, un genre sérieux, qui ne chercherait ni à faire rire aux éclats, ni à nous faire pleurer sur le sort de héros antiques très lointains. Son objectif est double. D'une part, représenter la vie de la bourgeoisie de façon réaliste, et d'autre part, transmettre un enseignement moral, célébrer la vertu. Et Diderot le dit très bien lui-même ici. Ce qui doit toucher le spectateur, ce ne sont plus les malheurs d'un roi grec, mais les drames qui peuvent se passer chez son voisin, dans sa propre famille. Il veut un théâtre qui soit plus proche de nous, qui parle des malheurs qui nous environnent. Il recherche une identification, un effet de réel. Bon, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Pour mettre ses idées en application, Diderot écrit des pièces, comme le père de famille. Le conflit est typique de ce qu'il veut faire. Un jeune homme, Saint-Albin, veut épouser Sophie, une fille qu'il aime, qui est très vertueuse mais qui n'a pas d'argent. On a donc l'amour sincère face aux conventions sociales et à la question de la fortune. Donc, si on récapitule les éléments clés de ce genre nouveau. D'abord, le cadre, c'est la famille, l'univers domestique. Ensuite, le décor et les dialogues doivent paraître le plus réalistes possible. L'objectif, c'est de célébrer la vertu et de délivrer une morale très claire. Le tout dans un mélange de tons sérieux et émouvants. C'est vraiment la naissance du réalisme social sur scène. 4e et dernier acte. Maintenant qu'on a vu l'évolution des genres, on va voir comment la scène se transforme pour de bon en une tribune politique, un véritable espace de débat public où on discute des questions les plus brûlantes de l'époque, des privilèges jusqu'à l'esclavage.
On revient un instant sur Figaro. Son fameux monologue, il ne faut surtout pas le voir comme un simple cri de colère personnelle. C'est bien plus que ça. C'est la voix de tout le tiers-état qui s'exprime. Ce tiers-état qui revendique sa place non pas par la naissance, mais par le mérite et le talent. La scène devient littéralement l'écho des cahiers du doléances qui précéderont la Révolution. Mais la critique va encore plus loin. Une autre figure, trop souvent oubliée, Olympe de Gouges, va se servir du théâtre pour un combat encore plus radical à l'époque, la dénonciation de l'esclavage. Sa pièce Zamor et Mirza est l'une des toutes premières œuvres abolitionnistes de la scène française. C'est d'une audace incroyable. Écoutez bien la force de cette réplique. C'est Mirza, une esclave, qui pose la question fondamentale des Lumières, celle de l'universalité de la condition humaine. En disant que la seule différence, c'est la couleur, elle fait voler en éclats toute la justification idéologique de l'esclavage. C'est vraiment un théâtre de combat, au sens le plus fort du terme. Et là, ce tableau résume parfaitement cette idée. La scène est devenue un véritable champ de bataille pour les idées. D'un côté, vous avez Beaumarchais, qui s'attaque à la structure même de la société française, les privilèges de la noblesse. De l'autre, Olympe de Gouges, qui s'en prend à un crime contre l'humanité. Le théâtre interroge la société sur ses fondations les plus profondes. Bien, on arrive au moment de la synthèse. L'objectif ici, c'est de tout remettre en ordre, de vous donner les outils clairs et structurés pour organiser vos connaissances. C'est le moment de prendre des notes, c'est l'essentiel à retenir pour réussir l'analyse le jour de l'épreuve. Alors, voici les 3 grands mouvements qui répondent directement à notre problématique de départ. Premièrement, l'évolution de la comédie. On passe de l'analyse psychologique de l'amour chez Marivaux à la satire politique chez Beaumarchais. Deuxièmement, la grande quête du réalisme, avec Diderot et l'invention du drame bourgeois. Et troisièmement, la transformation globale du théâtre, qui passe d'un simple divertissement à une véritable arme de combat pour les idées. Et pour que tout soit parfaitement clair, voici la fiche de révision idéale. Ce tableau, il condense absolument tout ce qu'il faut savoir. Les auteurs incontournables, les œuvres clés, ceux qu'ils ont inventés et l'enjeu principal de leur théâtre. De Marivaux à Olympe de Gouges, on voit très clairement toute la trajectoire d'un siècle de théâtre en pleine révolution. Mémorisez bien ce tableau, il est vraiment fondamental. Donc pour conclure, et c'est vraiment le point crucial à retenir, le théâtre des Lumières a joué un rôle actif. Ce n'était pas un simple miroir passif de la société. En mettant les injustices sur scène, en donnant la parole à des personnages comme Figaro, en débattant des droits humains, il a activement préparé les esprits à la Révolution. D'une certaine manière, on peut dire qu'il a été la répétition générale de l'histoire. Et je termine, comme toujours, avec une question d'ouverture. Une question pour vous faire réfléchir. Si le théâtre était cette grande scène du débat public au XVIIIe siècle, quel serait son équivalent aujourd'hui? Le cinéma, les séries, les réseaux sociaux? Autrement dit, où se joue aujourd'hui le grand drame des idées qui questionne notre monde? C'est une excellente question pour terminer une dissertation ou pour un entretien à l'oral. Je vous remercie de votre attention.